Bonjour à toutes et à tous, bienvenue, c'est Smart Impact, l'émission des entreprises à impact positif. Et voici notre sommaire. Mon invité, c'est Yann Auger, le directeur général d'Andes, réseau d'épiceries solidaires, qui publie les résultats du premier baromètre national des travailleurs pauvres. 1 sur 2 dit ne pas manger à sa faim. Notre débat, il portera sur la consigne des bouteilles en plastique, alors que la collecte pour recyclage est en baisse en France. La généralisation de la consigne, est-ce forcément la meilleure solution? Réponse tout à l'heure. Et puis dans notre rubrique consacrée aux startups éco-responsables, je vous présenterai May. C'est une application santé destinée aux futurs parents qui se déploie en Espagne et au Royaume-Uni. Lutte contre la pauvreté, recyclage du plastique, parentalité. 3 thèmes, 30 minutes pour les explorer. C'est parti. L'invité de ce Smart Impact, c'est Yann Auger. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, heureux de vous retrouver. Vous êtes le directeur général d'Andes, réseau national d'épiceries solidaires. C'est l'une des entités du groupe SOS. Peut-être qu'on peut la présenter, vous êtes déjà venu dans cette émission, mais c'était dans nos locaux précédents. C'est combien d'épiceries aujourd'hui, combien de personnes accompagnées chaque année, Andes? Eh bien, c'est 630 épiceries solidaires dans tout le pays, dans toutes les régions, outre-mer compris, accompagnant un peu plus de 250 000 personnes par an maintenant. Tous ces chiffres sont en forte croissance, hélas, d'un certain point de vue, depuis quelques années. Oui, avec une tendance à la hausse, effectivement, et ce sentiment, enfin ce besoin que vous avez ressenti de travailler sur un baromètre national des travailleurs pauvres. Pourquoi vous l'avez initié, ce baromètre? Alors, parce que dans les épiceries, on perçoit une tendance de fond depuis plusieurs années, qui est une hausse de la fréquentation de ces dispositifs par des personnes qui sont en emploi. Dans nos chiffres, au niveau national, on a 40% de personnes qui sont sur le marché du travail et qui viennent quand même frapper à la porte de nos épiceries. Et on souhaitait documenter cette situation problématique, puisqu'on a l'impression qu'il y a peu d'études sur le sujet, on en parle peu dans le débat public, et on voulait vraiment mettre la lumière sur ces situations qui posent question quant à notre modèle social, à l'intégration sociale par le travail, etc. Et avec quelle méthode? C'est un sondage que vous avez fait? Comment vous avez travaillé? C'est une enquête qui a été menée par Ipsos, que l'on a mandaté pour l'occasion, qui a commencé par une étude de cadrage préalable pour bien s'entendre sur ce qu'on appelle un travailleur pauvre, puisqu'il y a des définitions un petit peu différentes qui sont possibles. On y viendra, puis ensuite, 1000 travailleurs pauvres ont été interrogés par Ipsos sur une bonne trentaine de questions différentes. D'accord, avec justement effectivement cette question de définition. À partir de quel niveau de revenu on est considéré comme un travailleur pauvre en France? Alors là, pour le coup, c'est très simple. On se réfère aux critères qui sont définis par l'INSEE. En gros, on est travailleur pauvre, ou en tout cas, on est en situation de pauvreté lorsque les revenus sont inférieurs à 60% du revenu médian. Le revenu médian, pour rappel, c'est celui qui découpe en deux la population entre les revenus. Donc, quand on est à 60% de ce revenu médian ce qui nous donne à peu près moins de 1 200 € pour une personne seule, on se retrouve dans ces critères, dans cette définition. Mais ça dépend du lieu où on travaille. Enfin, voilà, c'est pas la même chose d'avoir 1 200 € quand on est à Paris ou quand on est, je vais être caricatural, en Corrèze. Bien sûr, et d'ailleurs, enfin, c'est tout à fait vrai. C'est vrai aussi sur des situations individuelles très différentes. C'est pas la même chose lorsqu'on est en couple, avec enfants, seul ou pas, etc. Donc on a des chiffres très intéressants en la matière. Et oui, on voit des différences, bien sûr, sur les territoires. Vous avez tout à fait raison. C'est pas la même chose d'être dans une grande ville ou d'être en territoire rural. Ce sont des parcours, si on reste dans la définition, si on parle de travailleurs pauvres, c'est quel type de travail? C'est du temps partiel? C'est quel type de travail? Alors, il y a un peu de tout, mais en gros, dans notre échantillon de 1000 travailleurs pauvres, on a un tiers de travailleurs précaires, c'est-à-dire en intérim, en contrat court. J'ajoute à ça 15% de temps partiel subi, donc voilà, sur des conditions d'emploi précaires. Et pour le reste, par exclusion, tout le reste, ce sont des personnes en CDI, et qui malgré tout sont en grande difficulté. C'est quand même un des enseignements très forts. C'est ça qui est très frappant. Un travailleur pauvre sur deux qui dit ne pas manger à sa faim. Alors, vous nous disiez, on est d'abord parti du terrain. C'est les retours d'expérience de nos épiceries 600, 650 épiceries solidaires. Est-ce que vous avez quand même été surpris par l'ampleur du phénomène? Oui, on a été surpris parce que les résultats sont quand même
assez catastrophique. Je suis navré de ne pas être très fun Non, mais aujourd'hui, mais il faut dire les choses quand elles sont là. Hein. Les chiffres sont quand même très mauvais. Vous l'avez dit, on a plus d'un travailleur pauvre sur deux qui ne mange pas à sa faim. Ça, c'est sur l'aspect quantité. On peut dire quelques mots aussi de la qualité, je pense, de l'alimentation. Là aussi, les résultats ne sont pas bons du tout. On a par exemple 75% de notre échantillon qui affirme être contraint de s'alimenter essentiellement avec des féculents et avoir de grandes difficultés à varier son alimentation. On a 70% qui nous disent que les produits sains et frais, et notamment les fruits et légumes frais, sont beaucoup trop chers pour eux. Donc voilà, tout ça a un vrai impact aussi sur la qualité de l'alimentation, ce qui génère par ailleurs tout un tas de phénomènes d'impact sur la santé, enfin sur tout un tas de choses. C'est aussi des plats pas chers, ultra transformés qu'on va retrouver dans l'assiette de ces familles. C'est un de nos enjeux. Effectivement, c'est pas toujours très intuitif, mais les fruits et légumes frais, pour rester sur cet exemple, qui sont notre spécialité d'ailleurs dans nos épiceries, ce sont les aliments les plus chers lorsqu'on les rapporte aux calories qu'ils amènent. Voilà. Et à contrario, il est vrai que des produits très transformés, des plats préparés, etc., remplissent le ventre efficacement. Par contre, on n'est évidemment pas sur une alimentation de qualité et ça pose tout un tas de problèmes. Mais cuisiner soi-même, c'est pas forcément plus cher ou c'est forcément plus cher? Parce que ça veut dire d'aller chercher différents produits qui eux-mêmes peuvent être, en dehors des épiceries comme les vôtres, assez chers. Il y a deux tendances qui jouent. Effectivement, les produits frais sont quand même particulièrement chers. On vient de donner cet exemple sur les fruits et légumes. Donc ça, c'est pas un facteur qui est très favorable. En revanche, l'alimentation transformée peut aussi, enfin ça dépend des produits évidemment, mais coûter extrêmement cher. Donc voilà, il y a des tendances un peu contraires. La question que je posais, c'est est-ce qu'il y a aussi une question d'information ou de pédagogie d'une certaine façon? Oui, c'est une bonne question. C'est plutôt secondaire dans notre sujet. En gros, on a 25% de notre échantillon de 1000 travailleurs pauvres qui nous dit ne pas savoir exactement comment s'y prendre pour bien manger. Donc effectivement, 25%, c'est non négligeable. Il faut qu'on les accompagne, qu'on fasse de la pédagogie, ce qu'on fait beaucoup dans les épiceries, par exemple. Mais quand même, on a 75% qui, par définition, ne se reconnaissent pas dans cette problématique et ont tout simplement un problème économique pour accéder à l'alimentation. Et est-ce qu'il y a une part, alors je ne sais pas si elle est importante, de ces travailleurs pauvres qui passent à côté de l'aide alimentaire? Il y en a une part qui y ont droit et qui ne l'utilisent pas. Absolument. On a, dans notre échantillon, on a 36% de personnes qui fréquentent l'aide alimentaire, ce qui est plutôt faible au regard des difficultés qui sont exposées. Et donc, on est sur une problématique de non-recours aux droits, qui est une problématique très fréquente dans le milieu de l'action sociale, mais qui semble se poser avec une acuité toute particulière pour les travailleurs pauvres qui pensent bien souvent ne pas avoir droit aux aides. En fait, on n'est pas éligible, on n'est pas éligible. Exactement. C'est pourquoi? Parce que je travaille, je suis en CDI, donc je ne suis pas concerné. Exactement, c'est pas très intuitif. Je suis en emploi, je gagne ma vie, je pense qu'il y a d'autres personnes plus en difficulté dans le pays, ce qui est vrai. Et par conséquent, je pense ne pas y avoir droit. Ajoutons à ça parfois un facteur psychologique que l'on comprend tout à fait, une gêne parfois à aller fréquenter ce type de dispositif d'aide. C'est pas facile de pousser la porte d'une épicerie Andes? Alors, c'est pas facile, oui et non. Bien sûr, c'est pas facile parce que ça revient à faire appel à l'aide. En revanche, dans nos épiceries, c'est quand même tout le concept. On essaye d'organiser tout ça de manière très conviviale, accueillante, avec une offre de produits extrêmement diversifiée pour les bénéficiaires qui, chez nous, viennent faire leurs courses comme dans un commerce ordinaire, payent un petit peu leurs produits à la fin et n'ont pas l'impression d'être en train de bénéficier de la charité, quoi, pour faire simple et pour caricaturer un petit peu. Vous évoquez la possibilité de créer une sécurité sociale alimentaire. Ça pourrait marcher comment? Alors c'est un grand sujet de débat actuellement dans le pays. Il y a des expérimentations en cours dans plusieurs grandes villes. L'idée est de créer une 5e branche de la sécurité sociale qui serait dédiée à l'alimentation, avec un montant qui serait accordé à chaque famille mensuellement pour aller faire ses courses dans des magasins conventionnés qui répondent à un certain nombre de critères vertueux, produits locaux, durables, etc.
Donc ça, c'est la vision très long terme, ça coûte extrêmement cher, ça va pas se faire en un claquement de doigts. Mais oui, c'est un sujet qui nous intéresse et on suit avec attention ce qui se passe dans les quelques expérimentations. Vous parliez de notre modèle social. Certains disent qu'on n'a plus les moyens de se le payer, avec 3 300 milliards de dettes, quoi. Oui, absolument. Alors, écoutez, vous avez raison, je ne peux pas vous dire le contraire. Le fait est qu'on est quand même sur le besoin le plus essentiel pour la population qui est de s'alimenter correctement. Donc d'une manière ou d'une autre, ça doit être prioritaire. Et puis, en l'occurrence, on est sur un sujet qui génère tout un tas de coûts complémentaires En termes de santé pour les publique finances après, ouais, publiques. bien sûr. Santé publique, chômage, impact sur la santé mentale, enfin bon, etc. J'en passe. Donc il y a des économies par ailleurs qui sont complexes à aller chiffrer, mais qui manifestement font partie de la problématique. Merci beaucoup Yann Auger, à bientôt sur Bismart for Change. On passe à notre débat, comment relancer le recyclage des bouteilles en plastique. Faut-il généraliser la consigne des bouteilles plastiques? C'est le thème de notre débat avec Augustin Jacquelin. Bonjour. Bonjour Thomas. Bienvenue, vous êtes le président de Lemon Tree ou Lemon Tree. Et en duplex, Nicolas Garnier, le délégué général d'Amorce. Bonjour, bienvenue à vous Nicolas. On va présenter Lemon Tree en quelques mots. Vous l'avez créé il y a une quinzaine d'années, c'est ça, 2011. C'est quoi Lemon Tree? Alors Lemon Tree, c'est une entreprise de l'économie sociale et solidaire qui est engagée sur le sujet de l'environnement, donc de l'économie circulaire au sens large, avec une approche qui est assez pragmatique, c'est-à-dire quels sont les leviers qu'on peut actionner pour améliorer les taux de collecte et derrière les taux de recyclage, les taux de réemploi. Donc faire en sorte, et c'est la mission en fait de notre entreprise, qu'on détourne un maximum de déchets des incinérateurs et des centres d'enfouissement pour justement mieux les recycler, mieux les réemployer. Leur donner de la valeur. Exactement, et même les réduire. Et ça fait aussi partie de nos missions. Oui, on va évidemment aussi en parler. Nicolas Garnier, présentez-nous Amorce en quelques mots. C'est une association, c'est ça? C'est l'Association nationale des collectivités pour la gestion des déchets. Donc, je représente toutes les collectivités qui collectent et qui trient, qui recyclent, qui gèrent les déchets des Français dans toute la France. Amorce qui critique, qui s'oppose au projet de généralisation de la consigne pour les bouteilles plastiques. Pourquoi ça vous semble une mauvaise idée? Parce que pour nous, c'est une vaste opération de greenwashing. En réalité, la consigne, les Français y sont favorables, mais la vraie consigne, vous savez que le principe d'une consigne, on a peut-être vécu ça quand on était jeune, c'est effectivement la valeur d'un objet qu'on va réutiliser. C'est-à-dire, on prend une bouteille, généralement de lait, mais ça fonctionne aussi avec de l'eau, avec du jus de fruits. Cette bouteille est généralement verte, donc dans un matériau inerte. Et l'idée, c'est d'augmenter légèrement la valeur de cette bouteille. On vous rend la valeur de la bouteille parce que cette bouteille va être lavée et réutilisée. C'est vraiment la valeur de l'objet. C'est comme quand vous mettez un bagage en consigne dans une gare, vous allez récupérer l'objet et sa valeur. Et là, ce qu'on essaye de nous vendre, c'est d'ailleurs le mot consigne pour nous est complètement usurpé. C'est pas du tout une consigne. C'est on augmente artificiellement le prix d'une bouteille en plastique et au lieu de la mettre dans son bac jaune qui est sous son évier ou dans sa cage d'escalier, eh ben on va demander aux Français de faire un geste de tri contraignant qui est d'aller dans un supermarché après avoir fait la queue à la caisse, de refaire la queue devant un automate pour que cette bouteille devienne quoi? Des confettis, exactement comme c'était le cas, comme c'est le cas quand elle le met dans le bac jaune. Donc globalement, enjeu environnemental très faible. Complication du geste de tri, alors que depuis enfin 2 ans, on peut dire aux Français, il n'y a plus d'excuses. Le geste de tri, c'est très simple. Vous avez un emballage, vous le mettez dans le bac jaune. Et ça règle absolument pas les questions environnementales, puisque la bouteille représente à peine 10% des déchets plastiques. Et aujourd'hui, c'est la mieux triée, la mieux recyclée. Si vraiment, je voulais faire un dernier clin d'œil pour ouvrir le débat, s'il y a des objets qu'on n'arrive pas à collecter sélectivement aujourd'hui, c'est des piles, c'est des déchets électriques électroniques, c'est les autres emballages qui ne sont pas les bouteilles, parce que la bouteille est aujourd'hui le meilleur élève de la classe en matière de recyclage. On va quand même se rendre compte que le recyclage est quand même dans une tendance baissière, et vous pourrez nous dire ce que vous en pensez. Votre réaction, Augustin Jacquelin, est-ce que ça vous semble effectivement une fausse bonne idée, ce système de consigne, ou est-ce qu'il faut multiplier les lieux, les possibilités de recycler des bouteilles plastiques? Alors, évidemment, je ne vais pas vous dire que c'est une fausse bonne idée, parce que ça fait déjà, vous l'avez rappelé, presque 15 ans que nous, on pousse pour la mise en place de ce dispositif. Pourquoi? D'abord parce que tous nos voisins européens et tous les meilleurs élèves utilisent ce système. Donc, bon, je crois en l'exception française,
Mais en l'occurrence, les performances de collecte qu'on a montrent bien qu'on est surtout les plus mauvais élèves de la classe. Et moi, je ne suis pas d'accord avec ce sujet de vraie fausse consigne, parce qu'en fait, une consigne, c'est un mécanisme financier. Vous avancez de l'argent, et quand vous rapportez, on vous rend cet argent. Et là, ce qui est proposé dans le cadre de la consigne mixte, parce qu'on parle de consigne pour recyclage et pour réemploi, l'idée, en fait, c'est de mettre de la consigne le plus possible parce que ça marche, y compris sur des emballages comme les bouteilles en plastique, parce que ça se recycle très bien et qu'on n'arrive pas à les capter. Donc, à la fin, que cette bouteille soit recyclée parce qu'elle est en plastique ou qu'elle soit lavée parce qu'elle est en verre, très bien. Je veux dire, ça n'est pas le débat. Le sujet, c'est comment on fait pour en capter plus. Et là, voilà, les résultats sont assez Alors sans effectivement, équivoque. si on regarde les résultats, c'est l'ADEME qui nous dit le taux de recyclage des bouteilles en plastique qui était quasiment à 60% en 2021, on était à 59,3. Il chute assez drastiquement en 2022, 53,3. Il remonte un peu en 2023, 55,3. Mais enfin, on est quand même dans une tendance baissière. Mais sur le principe, Augustin Jacquelin, le consommateur, est-ce qu'il a vraiment à y gagner? C'est-à-dire, est-ce qu'il va récupérer quand même quelques centimes sur ces bouteilles, ou est-ce ce que nous disait Nicolas Garnier, attention, on va peut-être nous les faire payer plus cher à l'achat? Non, je dirais pas qu'il a à y gagner, parce que ce que je dis, c'est que justement la consigne, c'est redonner de l'argent que vous avez avancé au départ. Oui. Donc ça, c'est très clair. Alors après, vous l'avancez une fois, puisque on vous le rend et ainsi de suite. Et effectivement, ça peut complexifier un peu le dispositif. Mais est-ce qu'il faut sacrifier ce qui semble être la meilleure idée en Europe pour atteindre 90% de taux de collecte parce que ça va devenir un irritant pour les Français? Je ne pense pas. Oui, on a bien compris. Nicolas Garnier, c'est une question d'argent, de finances des collectivités locales. Elles perdraient une source de revenus, en fait? C'est la caricature du camp d'en face. Non, le vrai sujet des élus, parce que les élus gagnent pas d'argent, hein, on est sur un service public, c'est qu'on a mis 30 ans à simplifier le geste de tri, donc à dire aux Français, il faut trier tous les emballages. Et aujourd'hui, on leur dirait, alors finalement, ce qui était dans le bac jaune, c'est-à-dire la bouteille, vous le mettez plus dans le bac jaune, vous allez faire un autre geste de tri plus contraignant. Et puis, ce qui est dans le bac jaune, ce qui n'était pas dans le bac jaune, c'est-à-dire le pot de yaourt et le paquet de chips, vous le mettez dans le bac jaune. Et là, je veux dire, on ne sait pas si on va le recycler, puisque finalement, aujourd'hui, ce qui est assez fou dans cette histoire, c'est si vraiment l'enjeu de ceux qui portent cette mesure, et on le sait tous, ceux qui ont créé cette mesure, c'est pas des écolos, c'est le lobby des multinationales de la bouteille plastique. Donc, il faut quand même savoir que ça a été porté à l'échelle européenne par Nestlé, par Coca et par tous ces gens-là. Ces gens-là n'ont pas vocation à vendre moins de bouteilles. Donc, ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que ceux qui portent principalement cette mesure, à part peut-être l'exception des entreprises qui se sont développées dessus que représente votre invité, pour le reste, ceux qui ont développé cette mesure ont comme objectif de vendre plus de bouteilles plastiques. C'est aussi pour ça que la semaine dernière, la ministre de l'écologie a bien indiqué que ce n'était pas une mesure pour réduire les emballages plastiques. Donc si vraiment on croit à l'écologie, le sujet c'est de faire moins de plastique, et cette mesure vise à quelque part à fidéliser et à rendre la bouteille plastique écolo pour qu'on en achète plus et qu'on en vende plus. Mais comment On vous achète expliquez, plus Nicolas d'importance. Garnier, pardon de vous interrompre, comment vous expliquez qu'on soit effectivement en baisse par rapport, enfin déjà en baisse, en tendance, et puis pas forcément les meilleurs élèves européens, si on se compare à d'autres pays qui, eux, ont un système de consigne? Alors, c'est évident, il y a pas c'est mécanique. Si je vous prends de l'argent et que je vous dis, faites ce geste, et je vous le rends, puisque globalement, vous l'avez bien compris, il y a aucun cadeau, hein. Il y a même un coût puisque vous allez avoir 2 systèmes de collecte qui vivraient en même temps. Il va falloir payer le bac jaune dans vos impôts parce qu'il faudra bien continuer à avoir un bac jaune pour le reste de vos emballages, et quelqu'un va payer pour le milliard d'euros d'investissement minimum pour mettre des automates partout. D'ailleurs, au passage, en milieu rural, on ne sait pas ce que ça donne parce qu'il y aura pas d'automates, puisqu'il y aura pas suffisamment de masse. Donc, c'est pas un cadeau, c'est un coût supplémentaire pour les consommateurs. C'est forcément le consommateur qui paiera d'une manière ou d'une autre cette deuxième collecte pour faire plaisir aux vendeurs de bouteilles qui veulent montrer que leur bouteille est cool et en vendent plus. Et effectivement, là, il y a eu une petite baisse, ce qui est une réalité, mais il faut quand même savoir que moi, 55% de recyclage, ce qui est pas assez bon, hein, et nous, on pense qu'il y a des marges de manœuvre énormes. Regardez, vous sortez de chez vous, il n'y a pas de tri, vous allez dans un lieu de culture ou vous alliez dans un lieu de sport, il n'y a pas de tri, vous allez dans un Airbnb, il n'y a pas de tri, vous allez dans un hôtel, il n'y a pas de tri. Donc, on se rend compte que l'un des
combat qu'on doit mener, c'est que le tri devienne, j'allais dire, un réflexe, alors qu'en fait, dès que vous sortez de chez vous, on a l'impression qu'il n'y a pas de geste de tri. Donc, il y a des marges de manœuvre importantes. Je vous interromps pour que Augustin Jacquelin puisse répondre. Bon, moi, ce week-end, il se trouve que j'étais à un festival, donc à la fois festival, lieu de culture et hôtel. Dans les deux, il y avait des possibilités de tri ça se généralise. Allez-y. Oui, et puis en fait, vous pouvez dupliquer énormément les occasions de tri. En fait, ça suffira pas. Et là, on peut dire ça baisse un peu, ça monte un peu. La réalité, c'est que ça plafonne et qu'aujourd'hui, un système qui n'est basé uniquement que sur du bac jaune ne peut pas atteindre les objectifs qui sont fixés par l'Europe. Ça, il faut quand même bien en avoir conscience. Deuxièmement, et donc, là, le procès, un peu un faux intéressement. En tout cas, le procès en non-écologie qui nous est fait, voilà, effectivement, moi je précise que nous, on est une entreprise de l'économie sociale et solidaire, c'est un engagement qui est assez militant qu'on porte. Vous n'êtes pas dans la case Nestlé Danone, ça c'est sûr. Non, pas du tout. Et la réalité, c'est que moi, quand je me balade en forêt, comme ce week-end, eh ben, les déchets qu'on retrouve, les déchets sauvages, ce sont majoritairement des emballages de boissons. Et le top de la liste, des bouteilles en plastique. Donc, en fait, moi, c'est ça qui me rend malade. Il y en a partout. Il y en a dans les fossés de nos campagnes. Il y en a dans les rivières. On a un océan qui est blindé de plastique. Et ce sont majoritairement ces emballages nomades de boissons. Donc, il y a un moment où, oui, ça va peut-être coûter plus cher. Oui, ça va peut-être être un peu plus contraignant. Mais il y a urgence, en fait. On est en train de se retrouver submergé par ces déchets. Et quand on voit qu'il y a des solutions qui existent, qui sont activées, encore une fois, par là, tous les pays européens qui ont des bons résultats, ils ont ce système. Et je n'ai pas l'impression qu'ils soient des cancres de la gestion des finances publiques, qu'ils soient les derniers des écolos. Enfin, donc voilà, nous, on pose plutôt un principe de réalité. Ça fait, je vous dis, des années qu'on nous dit on va y arriver, avec le bac jaune, on va simplifier, on va réussir à récupérer ces bouteilles. La réalité, c'est que ce n'est pas le cas. La trajectoire qu'on prend est loin, loin d'être suffisante pour atteindre les objectifs qui nous sont imposés par l'Europe. Et en plus, on paye très cher. C'est 1,2 milliard d'euros la taxe plastique à l'Europe. Alors certes, il n'y a pas que des bouteilles. Et là, je suis d'accord avec Nicolas, il faut agir sur tout. Les bouteilles, c'est un sujet. Moi, je n'ai pas une croisade pour les bouteilles. Je veux juste qu'on ait moins de plastique dans la nature et qu'on le recycle mieux. Et ça suppose peut-être déjà qu'on aurait pu commencer par là, par moins en produire, moins en utiliser et moins en consommer. Exactement. La réduction, c'est un des leviers aussi de la PPWR. La PPWR, c'est quoi? Oui, c'est la plastic policy, enfin la packaging policy, qui est donc en fait la règle européenne pour limiter notamment les emballages. Donc il y a un objectif de réduction, il y a un objectif de réemploi, et moi je suis aussi un très grand défenseur de la consigne pour réemploi. D'ailleurs là, c'est des centaines de machines qui vont être installées pour accélérer ce circuit. Profitons de cet élan pour l'étendre aussi à d'autres emballages qu'on aimerait capter et qu'on n'arrive pas à envoyer dans les usines de recyclage. Merci beaucoup. Merci à tous les deux. On a entendu vos arguments à l'un et à l'autre. C'était très intéressant. À bientôt sur Be Smart for Change. On passe tout de suite à notre rubrique Startup. Smart Ideas avec Cécilia Creuset, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes la présidente, la cofondatrice de May. Vous l'avez créé en 2020 avec Antoine Creuset, votre compagnon, votre époux, et Adrien Brunet. Et avec quelle idée, qu'est-ce qui vous a donné l'envie de créer cette entreprise? On a créé cette entreprise il y a 5 ans parce que les périodes périnatales, c'est-à-dire la grossesse, après l'accouchement, le postpartum, les premières années de vie des enfants, c'est des périodes très particulières dans la vie. C'est des périodes où il y a énormément de questions, où il peut y avoir aussi différentes difficultés qui peuvent survenir. Il y a des périodes de grande vulnérabilité même en fait, et une période sur laquelle il se passe énormément de choses, notamment dans le cadre du développement des enfants. Et pendant cette période-là, malgré le nombre de questions, ce qu'on perçoit, c'est que les parents se sentent en fait assez seuls parce que la médecine de ville est très saturée et donc peine à prendre en charge tous ces questionnements. Et Internet, qui est le premier réflexe des parents aujourd'hui, ne fournit pas toujours, Dr Google ne fournit pas toujours, on va dire, la meilleure information. Et donc notre idée de départ, c'était vraiment de pouvoir construire un partenaire santé pour les familles, un complément du parcours de soins, qui soit un service digital qui vienne leur apporter des réponses fiables, leur apporter du soutien. Ça passe par quoi? Une appli, une plateforme, c'est quoi? Exactement, c'est une équipe de 80 professionnels de santé, donc des sages-femmes, des médecins et des infirmières puéricultrices,
qui, au travers d'une application mobile, accompagne les parents et futurs parents. Donc il y a 3 grandes fonctionnalités dans notre application. Premièrement, il y a un accès à énormément d'informations qui est fiable parce qu'elle est faite par des professionnels de santé, tenus à jour par des pros de santé et poussée de façon très personnalisée. Des outils de suivi de la santé, donc ça commence depuis le cycle menstruel féminin jusqu'à la croissance de l'enfant. Et surtout, un chat qui permet aux parents et futurs parents de poser toutes leurs questions tous les jours de 8h à 22h. On répond en moyenne en 10 minutes. C'est un humain qui est derrière, qui répond? Voilà, c'est donc soit une infirmière puéricultrice, soit une sage-femme, soit un médecin qui va vous répondre selon la nature de votre question. Et en fait, ça peut être extrêmement large parce qu'on couvre à la fois des sujets de santé de l'enfant, donc un bobo qui va inquiéter, une fièvre un dimanche soir, que de la santé de la femme pendant la grossesse, que de la santé mentale, donc typiquement des sujets de dépression, du postpartum. Donc c'est extrêmement varié les sujets qu'on est amené à traiter chez May. Est-ce que les papas s'en emparent? Est-ce que les papas sont inquiets eux aussi? Moins qu'on ne le souhaiterait chez May, donc on fait tout pour, mais on a aujourd'hui une très grande, très écrasante majorité de femmes parmi nos utilisatrices. Ça ne m'étonne pas, malheureusement. Ouais, ça confirme quelque chose qu'on voit beaucoup, mais la charge de la santé de la famille et la charge familiale est quand même très prise en charge par les hommes. Malgré tout, il y a aussi un compte pour le coparent, donc ils peuvent partager un compte et donc on essaye d'inciter énormément le coparent à être sur l'application et on a aussi créé plein de contenus, d'outils dédiés justement pour qu'ils puissent aussi y trouver leur compte. Est-ce qu'on peut dire que vous faites économiser de l'argent à la sécurité sociale? C'est-à-dire qu'il y a pas mal de questions finalement qui trouvent des réponses de l'ordre de la réassurance d'une certaine façon. C'est l'un de nos objectifs. On est une entreprise à mission. La première mission, c'est favoriser la bonne santé mentale des parents. La deuxième, le bon développement des enfants. Et le troisième, effectivement, contribuer à désengorger le système de santé. L'année dernière, on a évité 45 000 consultations en ville ou à l'hôpital. Parce qu'effectivement, alors même si ce n'est pas un but en soi, c'est-à-dire qu'on oriente aussi beaucoup vers des consultations. Quand il y a besoin d'orienter, on oriente. Voilà. On temporise beaucoup de situations. L'exemple typique, c'est le dimanche soir, une éruption cutanée qui va inquiéter, on va dire, un papa, pour qu'il y en ait un, et qui, en fait, ça s'avère être quelque chose de probablement pas grave du tout et qui ne nécessite pas du tout de partir aux urgences le soir même. Et ces 45 000 consultations, ça correspond presque à 4 millions d'euros qu'on a fait économiser à l'assurance maladie en 2024. Une bonne nouvelle. Vous déployez May en Espagne, au Royaume-Uni. C'est un objectif qui était lié à une levée de fonds que vous avez fait au mois de septembre dernier? Exactement. En fait, on a levé l'année dernière 7 millions d'euros auprès d'Eurazeo et Ring Capital. Et un des objectifs de cette levée, c'était de pouvoir s'étendre à l'étranger. Parce qu'en fait, ce qu'on voit, c'est que tout ce que je vous ai expliqué là, tous ces fondamentaux, ils sont valables aussi ailleurs. En fait, ils sont valables quasiment mondialement. Ouais. Avec quelques spécificités, cultures différentes, j'imagine quand même. Oui, il y a beaucoup de spécificités, mais en revanche, le fait que les parents aient beaucoup de questions pendant ces périodes et que les systèmes de santé ne parviennent pas à absorber ce besoin-là, ça c'est vrai partout. Et donc effectivement, tout l'enjeu, ça a été d'adapter ce qu'on propose en France parce que les recommandations de santé sont différentes, malgré le fait que ce soit des pays très proches, ça peut être assez différent. L'organisation du système de soins est différente. Et puis, la culture, évidemment, la place de l'enfant en Angleterre ou en Espagne est très différente, ou la vision de la maternité est très différente de ce qu'on a en France. Donc, au-delà des enjeux tech et des enjeux commerciaux, il y a vraiment eu aussi un travail d'adaptation de notre service pour que ça réponde réellement aux spécificités locales. Merci beaucoup, Cécilia Creuset, et bon vent à May. Voilà, c'est la fin de ce Smart Impact. Merci à toutes et à tous de votre fidélité à la chaîne des audacieuses et des audacieux. Et à demain.